au point 20 de la lettre qu'on vous a envoyée, puisque nous avons aussi pris connaissance de cette lettre, pour Anatole Collier-Makosso, le débat, désormais, hein, le débat sur les accords Congo-Rwanda était sans objet. Une façon de dire que je vous ai tout transmis, mais alors tout, et donc continuer à épiloguer autour de ces accords, c'est un non-sens, selon lui. Et moi, ma question, c'est de savoir, puisque vous êtes revenu, vous avez rebondi, cette fois-ci, vous demandez carrément l'annulation de ces accords. Est-ce pour dire que vous n'avez pas été convaincu? Et qu'est-ce qui ne vous a pas convaincu finalement? Au port de Maluku, il est prévu dans l'accord que le développeur, c'est-à-dire Crystal Venture, ne versera rien au Congo tant qu'il n'aura pas équilibré ses comptes. Donc, il s'installe, il ne verse rien et il faut qu'il équilibre ses comptes pour prétendre payer une redevance de concession à la société, plutôt au Congo. Et cette redevance n'est pas fixée. On dit qu'elle sera fixée d'accord parti quand Cristal Venturas va commencer à avoir des bénéfices. Mais qui va déterminer que réellement ils ont commencé à faire des Oui, mais bénéfices? évidemment, ça nous rappelle un peu les contrats pétroliers avec les multinationales. Ça fonctionne de la même manière. C'est-à-dire, ces gens-là s'installent et ils produisent, ils pillent le pétrole. Le Voilà. Congo n'a jamais su ce qui sort de son, Les voilà, de son produits, sous-sol. Et ce sont ces sociétés-là qui imposent tout. À la rigueur, voilà. on vous dit, ben écoutez, nous avons dépensé 10 milliards de dollars pour installer la plateforme, et puis il faut attendre qu'on rentabilise d'abord cette plateforme, et puis, mais mon Dieu, et puis on demande aux Congolais d'être responsables face à ce Voilà. genre de comportement. Et un autre aspect, Christian, c'est que c'est un patrimoine public. Et la loi dispose que tout patrimoine public ne peut pas être cédé gratuitement. Et en plus, si on doit le mettre en marché, c'est un marché public, mais il doit faire l'objet d'appels d'offres ouverts à la concurrence. Mais dans cet accord, il y a une disposition qui donne l'exclusivité au Rwanda et une disposition qui dit tout ce qui pourra se faire là-bas ne pourra pas faire l'objet de publicité et de concurrence. Donc, c'est l'exclusivité qui est accordée au Rwanda. Cela veut Voilà. dire que tous les produits, ça veut dire que tous les produits que devrait ou que doit produire le Rwanda sur ce site ne doivent pas faire l'objet d'une concurrence sur le marché congolais. Non. Non, c'est-à-dire que les installations qui vont être faites là-bas, s'il y a des installations à construire, On est donc sur le monopole, alors que c'est interdit par la loi. c'est un monopole de fait. Et ce n'est même pas passé par le Parlement. Et Et les Rwandais, ça veut dire aussi que tous les Congolais qui pourront évidemment s'intéresser à un commerce dont les produits sont de même nature que ceux produits par le Rwanda au Congo ne peuvent plus le faire parce que le Rwanda produit déjà ses... Donc oui. on combat carrément la concurrence, on interdit la Et il n'y a concurrence. il n'y a que des entreprises affiliées à Cultura Venturas qui peuvent développer d'autres activités là-bas. Les entreprises affiliées du même groupe. Voilà ce que nous avons, une des choses que nous avons découvert dans ces accords. Alors finalement, je me rends compte que c'est beaucoup plus grave qu'on ne le pensait, finalement. Ben oui, C'est très maintenant grave quand ce je qui se vais, passe actuellement. ben voilà, si une On se rend Rwandaise doit tout faire pour obtenir les titres fonciers et que on doit donner la garantie que ces terres sont libres de toute occupation. Ça veut dire que les Congolais n'ont plus le droit d'aller développer des activités sur ces terres. Mais à titre foncier, tout le monde le sait, cela veut dire que bah, le propriétaire, voilà, et c'est devenu son patrimoine et personne d'autre ne peut voilà, Personne revendiquer. d'autre.
Mais c'est ce qu'ils étaient en train de nier dernièrement pour dire que non, on n'a pas Oui. cédé les terres, on On n'a n'a pas pas cédé. vendu les terres. Et là, on parle des procédures d'acquisition des titres Et fonciers. de délivrance des titres fonciers. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec plaisir que je vous retrouve sur R7 pour un décryptage du message de Denis Sassou Nguesso à la Nation. Message du 14 août 2024. Sous le sceau, a-t-il déclaré, de la responsabilité. Nous évoquerons également la conférence de presse donnée hier à Brazzaville par les leaders de l'opposition congolaise qui, en un mot, disons-le, ont demandé l'annulation pure et simple des accords Congo-Rwanda. Accords, comme vous le savez, qui menacent la sécurité et la souveraineté territoriale du Congo-Brazzaville. C'est donc avec Jean-Pierre Anyangoy que nous allons tenter de le faire. Bonjour à Jean-Pierre. Bonjour Christian Perrin. C'est encore un plaisir d'être sur ce plateau de R7 pour décrypter l'actualité. Merci Merci. en tout cas, merci de votre disponibilité pour cet échange. Vous êtes ingénieur en chef des eaux et forêts, ancien secrétaire exécutif des aires protégées d'Afrique centrale, président du Parti du peuple, le PAP. Jean-Pierre Agnangoy. Je vais commencer question d'échauffement, comme qui dirait, par l'environnement, tel qu'évoqué bien sûr par Denis Sassou Nguesso. Vous l'avez probablement entendu. Il dit en substance avoir consacré son énergie pendant 40 ans pour assurer la protection de l'environnement et éviter des calamités au peuple congolais. Nous savons aussi que depuis un certain temps, et vous aussi vous le savez, je crois, la question de l'environnement est devenue une stratégie pour lui pour être gentil avec les gens, quémander les financements extérieurs. Alors, ma question, que comprendre de ce volet environnement tel qu'abordé par Denis Sassou Nguesso dans son message à la nation pour lequel il aurait œuvré pour protéger les Congolais contre les calamités? Merci Christian Perrin. Parler de l'environnement au Congo et à travers les discours de ses dirigeants en général et du président Sassou Nguesso en particulier, ça fait partie de la rhétorique à laquelle on nous a habitués sur toutes les questions d'importance, que ce soit au plan économique, au plan social. Ben, il y a toujours des grands discours que l'on prononce, des promesses que l'on fait, et au finish, au résultat, c'est toujours négatif. Alors, prenons un cas concret, pour parler de l'environnement. 40 ans, dit-il. Il dit même qu'on est passé champion en matière de défense et de l'environnement. Mais si être champion de l'environnement s'évalue en termes d'organisation des sommets, alors nous sommes vraiment champions, puisqu'on a organisé déjà 2 fois les sommets des 3 bassins. Il y avait la toute première fois, il y a à peu près 9 ans, voire presque 10 ans, qu'on avait organisé le tout premier sommet. Et ce sommet, en réalité, n'avait été qu'un échec parce qu'il n'y avait pas eu les principaux dirigeants des 3 sommets, notamment ceux de la Californie ou de l'Amazone et du Bornéo, ceux de l'Asie et ceux de l'Amérique latine. Il y avait eu très peu de dirigeants représentés au haut niveau. Et ce sommet n'a jamais donné un résultat concret. C'est là où il avait envisagé la création d'un fonds pour les forêts. Mais généralement, quand on fait une telle proposition, c'est qu'on met quelque chose sur la table pour inviter les autres à faire comme vous. Mais sinon, ça reste, et c'était resté, une vaine déclaration d'intention. Ce fonds n'avait jamais vu le jour. Et s'il a vu le jour théoriquement,
mais il n'a jamais été approvisionné comme ils espéraient. Mais Ça pardon, n'a pas Jean-Pierre suffi. Agnangoï, dans le temps, lorsqu'il parle de 40 ans, mais vraiment 40 ans, Denis Sassou Nguesso a œuvré pour l'environnement. Ben, comme je dis, c'est toujours du saupoudrage, de la manipulation, je dirais même comme de la masturbation intellectuelle. Depuis 40 ans, d'abord, le discours de l'environnement n'était pas aussi d'actualité comme aujourd'hui. Et il y a, on peut dire peut-être 5 ans, 10 ans derrière au maximum, où le Congo a commencé à parler de ces questions d'environnement avec beaucoup d'acharnement, comme il préconise souvent aux Congolais qu'il faut travailler avec acharnement, mais au finish, il n'y a pas de travail. Bon, il y a eu encore un deuxième sommet plus récemment en 2023. Qu'est-ce que ça a donné? Rien non plus. Les les représentants des autres blocs forestiers mondiaux ou mondiaux ne sont pas venus. On s'est retrouvé avec quelques représentants des pays africains et on se souviendra, le plus grand souvenir qui est resté gravé dans ma tête, c'était le discours du président Étienne Tshisekedi, plutôt le président de la RDC, Tshisekedi, qui avait évoqué le fait qu'il ne pouvait pas faire des ponts. Au lieu de faire des ponts et de parler de l'environnement ensemble, alors qu'on se poignarde au dos, ben, c'était vraiment ça le gros camouflet qu'on avait reçu à ce deuxième sommet. Ça n'a pas suffi. On a organisé maintenant le sommet sur la forestation et le reboisement. C'est vrai, à la faveur de tels événements, on plante quelques arbres, on fait un peu du spectacle, on a planté quelques arbres. Est-ce que ce sont ces arbres qu'on plante à l'occasion de ces sommets qui protègent l'environnement au Congo? Le résultat, c'est lequel? Quand on sait, bientôt ça va être la saison des pluies, qu'est-ce qui va se passer? Des éboulements, des inondations, euh, des ensablements et des maisons qui vont disparaître. Quelles ont été les mesures concrètes pour réduire, stopper et arrêter totalement ces phénomènes environnementaux réels auxquels les Congolais sont maintenant confrontés chaque année en période de saison des Évidemment, mais pluies. pendant que vous dites ça, Jean-Pierre, il y a cette affaire, il faut peut-être le rappeler, et les Congolais, les Brassavillois le vivent d'ailleurs, ce phénomène des érosions qu'on note dans Brazzaville un peu partout. À un moment donné, le gouvernement avait promis de traiter ces érosions, mais apparemment, jusqu'aujourd'hui, rien n'est fait et les populations déplorent, j'allais dire, cette non-assistance par le gouvernement Exactement. congolais. Et il y a des morts, il y a C'est, des gens qui perdent leur maison, leur domicile, voilà. Et les ravins ne et cessent. il n'y a même pas d'assistance, aucune assistance quand cela arrive, aucune. Donc, c'est pourquoi je disais que ce sont des gros mots, des gros discours, mais au finish, à l'épreuve de la pratique, on se retrouve toujours à l'antipode des annonces qu'on fait dans les discours. Donc, on ne peut pas être champion de l'environnement, de conservation de l'environnement, et on a arrivé à voir chaque année des érosions, des éboulements. Et en plus, ça se passe même dans la capitale ou dans les deux capitales, les deux principales villes du Congo, c'est-à-dire Brazzaville et Pointe-Noire. Les Et donc, rues qui lorsqu'il s'inondent, dit c'était pour éviter évidemment les calamités contre, disons, contre la population congolaise, là, vous rappelez qu'il y a des érosions, il y a des inondations à chaque pluie, et nous assistons, les images passent, circulent sur les réseaux sociaux, des maisons qui sont emportées, des quartiers entiers qui sont engloutis par le sable, et lui, il pense qu'il a sauvé, il a œuvré pour sauver finalement les Congolais. Et c'est là où je me pose à un moment donné la question de savoir, est-ce qu'il comprend parfois les mots ou les discours qu'il prononce souvent? ben ça montre tout simplement un dirigeant, c'est un type de dirigeant qui est déconnecté de la réalité et puis
il suppute dans son bureau des discours dont on ne sait pas quelles sont les sources d'inspiration. Si ce sont ses conseillers qui lui écrivent ça et il s'en tient à ce que les conseillers lui disent, mais un vrai dirigeant prend le temps de faire la vérification de certaines situations sur le terrain. Et lorsqu'il parle, il doit parler même avec des exemples. Il doit illustrer quand il dit qu'il est champion de l'environnement. Il dit qu'est-ce qu'on a fait concrètement pour l'environnement, en dehors des sommets que j'ai mentionnés, en dehors de quelques arbres qu'on plante à l'occasion des sommets et la journée de l'arbre. Encore, ces arbres plantés lors des journées de l'arbre ne sont pratiquement pas entretenus. Après, on a planté et puis quelle est Puis on s'en va, l'évaluation qu'on fait? et Depuis puis on qu'on a s'en va pour commencé, toujours. Alors, on a Jean-Pierre, déjà planté combien d'arbres pendant les journées cumulées, les journées de l'arbre cumulées? Est-ce qu'on a déjà fait une évaluation de combien d'arbres on a planté et ça représente quelle superficie et quels sont les effets produits par ces arbres? Jamais. Donc, et ça, c'est parlant des inondations, des érosions. Mais quand on prend le volet des immondistes, les déchets dans les villes, comment sont-ils gérés? Mais les gens gèrent leurs déchets pratiquement à la sauvette. Souvent, les ménages creusent devant chez eux ou dans la parcelle pour enfouir leurs déchets. Sinon, on les balance dans les canalisations, ça bouche les canalisations, puisqu'il n'y a pas d'organisation efficace de la gestion des ordures. Alors, sur quel pan de l'environnement sommes-nous champions, Christian Perrin? oui, mais bon, seul lui sait, et c'est lui qui pourrait donc répondre à cette question. Mais avant de continuer, je vais donc proposer à nos téléspectateurs un reportage tourné à Pointe-Noire. C'est quand même la ville capitale économique, c'est la ville pétrolière du Congo-Brazzaville. Et le reportage porte sur l'insalubrité, mais alors notoire, de la ville. Une ville, j'allais dire, totalement abandonnée. Suivez, et on revient sur le plateau. Pointe-Noire, tu es noire, mais tu es belle. Fille du royaume Luango, nous allons te rendre encore plus belle à l'occasion de ton centenaire. Nous allons te revêtir de ta belle robe et te faire porter tes plus belles parures pour que tu sois toujours aussi belle que tu l'as été. Les beaux discours sur leur ville, les Ponténégrins les ont entendus plus d'une fois. Mais sur le terrain, le constat est amer. Le réseau routier de Pointe-Noire est dans un état crapuleux, si bien que ce que l'on appelait hier nid de poule deviennent de nos jours des trous béants. Les avenues dans le 3e arrondissement Tchétché en font foi. Sur ces images, nous sommes à Moulembo, sur la voie, servant de raccourci, menant à Vongo en passant par Ndakasusu, fond de Tchétché. Même son de cloche, à Komapon, la voie reliant Tchétché à Mbota. À 7 de Dani, le tableau est encore plus sombre. L'état de la route, déjà, elle n'est pas agréable. Déjà, quand il pleut, parfois, il y a des eaux qui débordent jusqu'à vers dans la télé. Donc, et puis, c'est pas déjà bon pour l'image déjà de la télé. Ça paraît un peu sale, ce que vous voyez. Cette route que vous voyez déjà, ça fait près de 2 ans. Depuis qu'on a commencé les travaux, bon, je crois qu'ils ont arrêté. Hein. Donc, je sais pas. C'est comme. Donc, j'ai pas besoin de faire tout un commentaire concernant l'état de la route. Les élèves, pour rentrer à l'école, il faut contourner là-bas. Au lieu, il y a une route principale qui nous peut au moins, pour avoir au moins la facilité de rentrer à l'école. Donc, c'est un peu ça, vraiment, les autorités, les chefs du quartier au moins, le chef d'arrondissement au moins, pour au moins faire au moins quelque chose pour ça, parce que ça là, c'est vraiment très difficile pour nous les élèves. Ici, nous sommes sur l'avenue Mariangwabi, vers le marché de fortune érigé le long des rails du chemin de fer Congo-Océan au fond de Tchétché. Nid des poules, les mots sont très faibles. Il faut plutôt parler d'un étang. Les automobilistes et commerçants ont surnommé cet endroit Lac Kando, nom de l'ancien maire de la ville. Si rien n'est fait avant la fin des pluies, le lac Kando deviendra fleuve Evelyne Tchitchel, dixit un Ponténégrin. L'action express des autorités compétentes y est vivement sollicitée. Je suis une femme divorcée. J'ai des enfants à nourrir.
Jusqu'à aujourd'hui, regardez les conditions que les gens vivent. Qu'est-ce que je dois faire ici là? Le peu que je gagne ici là, je ne peux plus. Jusqu'à aujourd'hui, ma fille est en classe d'examen. Je n'ai pas encore rien, fait quelque chose. Même lui faire rentrer les dossiers. Je veux commencer par où? Tu fais le marché à 30 000, tu n'as que 10 000 francs. C'est grave. Mais les gens ne passent plus. Regarde, même ici là, tu peux même voir là, il n'y a plus de bus. Les femmes qui vendaient là, il n'y a plus personne. Mais on va faire comment? Hein? On va pas aller au gouvernement, nous tous, pour aller chez monsieur le président, écoute. Ça marche. Nous, le gars de pain, c'est ici là seulement. Nous tous serons envers les autorités pour même le président pour se regarder. Le gouvernement pour nous regarder cette condition-là. On peut mettre les politiciens et les politiciens, nous tous. On vit qu'à cause de ça là, le peu qu'on gagne là. Hein? J'ai même les larmes aux yeux quand je parle. Personnellement, je suis vraiment déçu par rapport au gérant. Je ne sais pas si c'est la gérance qui fait ça. On ne comprend pas. Moi, je suis un chauffeur de bus, mais partout là où on circule, il n'y a presque vraiment rien. Toutes les routes sont dégradées. Franchement, on ne comprend pas. Je ne sais pas qu'est-ce que madame le maire peut nous dire pour la dégradation des routes. Vraiment, nous les chauffeurs, nous sommes déçus. Que ce ne soit pas les chauffeurs, même les clients, même la population est vraiment déçue. Franchement, Pointe-Noire est vraiment sale. Ces eaux laissent échapper des odeurs nauséabondes qui mettent mal à l'aise les riverains exerçant des petits commerces aux alentours. Les odeurs, mais ça donne la maladie, la désinfection partout. Regarde même là où je vends. Et en temps normal, c'est ici que je devrais prendre de la nourriture que les gens puissent manger. L'eau est partout. Ça, c'est pas un grand travail. Que madame la maire puisse avoir pitié de nous. On ne peut pas aller faire la politique, nous tous quand même. Mais moi, ma politique, c'est ici là, c'est là où je gagne mon gain de pain. Avec mes enfants, c'est ici là. Bon, regarde, j'ai une enfant ici là, elle est encore très jeune, avec l'odeur là. Hein? Les pieds gonflés. Je suis là avec les bottes, les pieds gonflés tous les jours. Voilà, Jean-Pierre Adiangoy, nous étions là donc en train de parler de l'insalubrité des grandes agglomérations et c'est valable pour Brazzaville, Pointe-Noire et toutes les grandes agglomérations, on ne nous dira pas le contraire. Mais je reviens encore sur l'environnement avant de passer à notre volet. Nous savons qu'au Congo-Brazzaville, il y a également l'exploitation sauvage de l'or où les forêts sont dévastées. Il y a l'exploitation sauvage du pétrole par des compagnies chinoises et tout le temps, il y a, je crois, le déversement parfois voilà, des matières toxiques dans les rivières. Ben, je me disais, est-ce que lorsqu'il aborde le volet environnement, et vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce qu'il va quand même vérifier certaines choses avant de venir prononcer à son discours? Et je me dis, est-ce que ce n'était pas une façon pour lui d'éluder finalement les grandes questions de la vie nationale du Congo? C'est exactement cela, Christian Perrin. Quand on ne peut pas donner des solutions ou des réponses correspondant aux attentes des populations sur leurs problèmes, on prend les sujets bateaux qui est devenu aujourd'hui l'environnement. Mais même là, la réalité démontre le contraire. Ça nous rattrape. On n'a jamais vu ce président aller assister des populations lorsque des quartiers entiers ou des maisons sont emportées. On n'a pas vu le président ni le premier ministre, peut-être le premier ministre une fois, rarement, mais le président jamais. Donc c'est pour éviter les vrais problèmes. Lorsqu'il sait que là, il a déjà tellement menti, il a déjà fait des promesses non tenues, ben, il faut essayer de détourner l'attention du peuple vers un sujet tabou, un sujet bateau, qui est l'environnement dont on est champion. Championne dans les discours, dans la rhétorique, dans l'organisation des sommets ou la participation à des sommets. Et tout cela, ça coûte cher au trésor public, mais pour un résultat nul, sinon quasiment nul. Évidemment, tout à l'heure, nous allons revenir sur le discours prononcé par Denis Sassou Nguesso le 14 août dernier, bien entendu, donc le message à la nation. Mais nous allons d'abord continuer avec, bien sûr, votre conférence de presse que vous avez tenue hier. Mais bien avant, je vais donc proposer un reportage, puisqu'on a parlé des érosions, on a parlé de l'environnement, un reportage ici qui porte sur les érosions. C'est à Brazzaville comment les populations sont abandonnées à leur triste sort. Suivez.
Pour contribuer à freiner la progression des érosions ici à Masengo, dans le 9e arrondissement, et à Mayanga, dans le 8e arrondissement Madibou, le ministère en charge de l'environnement et le PNUD ont procédé à l'implantation des vétivers dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Cependant, la population reste dubitative quant à cette solution, jugée insuffisante. On ne veut pas qu'on vienne nous planter de fleurs. Le Congo a beaucoup d'argent. Lorsqu'il y a la pluie, c'est la même chose. Même tout ça là de fleurs là, je appelle ça pas de fleurs, ça partir. Plus de 200 mètres de cette école, le mur est déjà parti. Alors, les maisons sont en train de partir. Maintenant, l'herbe là, ça va faire quoi? Ce qu'on a planté là. Ça, c'est une manière de venir nous injurier encore, se moquer de nous. Pour ces populations riveraines des érosions, il faut que l'État débloque des grands moyens pour venir à bout des érosions qui menacent leur cadre de vie. Ce travail-là, en principe, c'est le travail du gouvernement, c'est le travail des grands travaux. J'ai des doutes que l'herbe qu'on a plantée là, l'herbe là ne fera rien. Le gouvernement doit prendre les précautions, les grands travaux viennent travailler ici pour arrêter l'érosion. Voilà, Jean-Pierre Anyangoy. Les érosions, et c'est un peu partout, les populations ne savent plus à quel sens se vouer. Denis Sassou Nguesso dit qu'il a travaillé pendant 40 ans pour protéger les Congolais contre des calamités. Alors, ici, on se rend bien compte que même lorsqu'il a lu son discours, je ne sais pas si vous l'avez constaté, la partie nationale était mais vraiment, comme qui dirait, il est passé en survolant, pas comme d'habitude, où il est concentré sur un long discours. Et très vite, il est allé vers l'international, toujours sur la question de l'environnement. Oui, Est-ce qu'on peut penser qu'il est désormais déconnecté finalement des réalités? Je l'ai dit tout à l'heure, Christian Perrin, il est totalement déconnecté. Le président Sassou est totalement déconnecté de la réalité de son pays, de la réalité des problèmes auxquels son peuple est confronté et qui ne font que s'aggraver, que ce soit le chômage des jeunes. Bon, pour parler de ce cas précis des jeunes, l'année passée, au début de l'année plutôt, il a décrété cette année, année de la jeunesse. Et je vais vous rappeler ce que nous écrivions au niveau de l'Alliance pour l'alternance démocratique en 2026, le 2 janvier, pour commenter son message de début d'année. Et nous disons ceci: le président de la République a affirmé que les résultats de la croissance retrouvés vont être affectés à la création d'emplois pour les jeunes et à la réduction de la pauvreté. Fin de citation. Et dans cette même logique, bien sûr, il avait décrété l'année 2024, année de la jeunesse. Nous n'y croyons pas, puisqu'on est habitué à ces incantations, à cette rhétorique, à ces promesses jamais tenues. Et nous concluons notre message en disant, en conclusion, les membres de l'Alliance pour l'alternance démocratique en 2026 laissent le temps au temps et le loisir à la jeunesse et à l'ensemble de notre peuple d'observer et de vérifier par eux-mêmes à travers les actes concrets que les gouvernants vont poser au cours de cette nouvelle année pour savoir si les annonces faites sont sérieuses ou pas. Donc on peut donc dire, Jean-Pierre, on peut dire que vous aviez été prophète alors. Ben voilà. Voilà ce que nous avons écrit le 2 janvier 2024. Et nous y sommes. On est déjà au 8e mois pour entendre le président Sassou revenir à l'occasion de l'indépendance, s'adresser aux jeunes, non pas pour faire un bilan à mi-parcours de cette année de la jeunesse, mais c'est pour faire des leçons de moralité ou de morale à la jeunesse en invoquant la responsabilité. Donc, en d'autres termes,
Les emplois promis, on n'en parle plus, mais ils demandent aux jeunes d'être responsables par eux-mêmes de trouver les emplois. Il ne faut Oui, mais plus lorsqu'il compter dit sur... ça, lorsqu'il demande aux jeunes de trouver, en fait, de trouver leur propre emploi, parce qu'il a même dit que la jeunesse ne devait pas être une jeunesse qui attend tout ce qui est facile, en d'autres termes, hein, c'est ce qu'il a voulu dire, et qu'il faut saisir toutes les opportunités pour créer des emplois. Est-ce que c'est une façon de dire que finalement, bon, écoutez, chers jeunes, oubliez mon régime parce que nous ne pouvons plus rien pour vous? Aux jeunes générations, leur responsabilité les appelle à l'humilité. Cette vertu qui devrait leur permettre d'apprendre pour hériter de l'expérience des anciens, de faire montre de beaucoup de courage, d'être entreprenant, de saisir toutes les opportunités d'emploi disponibles, d'éviter les raccourcis de la facilité et de l'impatience. Allez vous débrouiller en sorte, voilà, si je peux me permettre. C'est exactement ça, Christian Perrin. On ne peut pas d'un côté dire aux jeunes, on accepte, on en va avoir la croissance. Cette croissance va générer des emplois pour les jeunes. Et en outre, on ne parle plus des emplois qu'on a créés sur la base des résultats de la croissance. On dit plutôt aux jeunes, soyez responsables, créatifs, créez vous-même vos emplois, n'attendez pas la providence, l'État-providence est mort. Voilà. Je veux bien qu'on invite les jeunes à la responsabilité, mais quelles sont les conditions qu'on a créées pour leur permettre de s'exprimer, de démontrer leurs aptitudes? Est-ce qu'il y a un environnement propice à la création d'emplois dans ce pays? Il y a quelques jeunes, peut-être pas tous, mais il y en a qui ont des projets. Mais si vous avez un projet, un jeune qui est diplômé ou qui n'a même pas été peut-être loin dans les études, mais veut devenir entrepreneur, il conçoit un projet, il faut bien qu'il trouve le capital initial. Il va le trouver où? Alors, quand on a créé le FIGA et des fonds pour l'agriculture, c'était justement pour appuyer les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Il faut les encadrer, il faut leur faciliter l'accès au crédit ou à la subvention de démarrage des projets. Mais s'il n'y a pas ce genre de mécanisme, les jeunes vont créer comment? Même quand on demande aux jeunes de repartir à l'agriculture, est-ce que c'est pour leur dire, faites tout, trouvez des machettes et des houes quand même pour aller produire? Même la machette et la houe, ça s'achète. Alors, Donc, donc, réellement, et ensuite, il parle de responsabilité. Mais quelle a été la responsabilité du gouvernement envers ces jeunes? Quelle est la responsabilité du chef d'État, la responsabilité assumée du chef de l'État envers les jeunes? Avec toutes les promesses qu'il fait, toutes les déclarations qu'il fait sur la jeunesse qui est l'avenir du Congo. Les 14 000 milliards, on ne cessera d'y revenir. Pourquoi il n'en parle plus? Où sont partis les 14 000 milliards qui devaient justement servir à aider les jeunes à avoir des emplois ou à se prendre en charge à travers la réalisation des projets? Il n'y en a alors, pas. Jean-Pierre Anyangoy, évidemment, dans ce même discours, il a insisté sur le patriotisme, l'amour du pays, c'est ce qu'il a dit. Cependant, tout le monde sait que pendant ces 40 ans de pouvoir sans partage, il faut le dire comme ça, euh, le Congo a connu des crimes contre l'humanité, et qui sont d'ailleurs imputés à Denis Sassou Nguesso, le vol et détournement des deniers publics, un système de santé à terre, éducation pareille, l'insalubrité des villes, nous en avons parlé, pas d'eau potable, pas d'électricité. Mais ils demandent aux Congolais d'aimer leur pays, d'être patriotes, d'être, voilà,
en sorte d'être responsable. Il faut aimer le pays. Il faut aimer la patrie. Il faut aimer la justice. Bref, il faut aimer la morale. Et ma question, c'était de savoir si Denis Sassou Nguesso est vraiment crédible, j'allais dire, pour évoquer l'amour du pays. Ben, Christian Pérez, c'est encore une incantation de plus, une rhétorique de plus, mais sans contenu. Pour revenir encore quand même sur la jeunesse, parce que c'est un dossier très important, c'est une situation très grave, très dramatique pour les jeunes, qui fait déjà qu'aujourd'hui, les jeunes prennent maintenant le courage d'organiser des marches contre la misère, mais des marches pacifiques qui, plus elles, sont réprimées. Pendant l'année de la jeunesse, les jeunes n'ont pas le droit de rappeler au gouvernement et au président leurs promesses. Et enfin, il ne faut pas oublier que la première quinzaine du gouvernement a eu lieu et le porte-parole du gouvernement, M. Lézin, sur cette question de l'année de la jeunesse, nous a laissé comprendre que l'année de la jeunesse, c'était maintenant 36 mois. 2024, 2025, 2026. Et il a également dit clairement que les 100 000 emplois qu'ils avaient annoncés en mars ne seront pas créés. Donc, ça corrobore ce que le président a dit dans son discours. Ne comptez plus sur ce gouvernement, ne comptez plus sur nous, débrouillez-vous vous-même. Voilà. Bon, maintenant, quand il parle de l'amour de la patrie, l'amour, le partage, là, il y a un passage où il semblait s'adresser aux aînés, aux vieilles générations qui devraient partager leur expérience aux jeunes. Et pour partager, il faut aimer. Et voilà, tout ça, ce sont des mots, Christian Perrin, des mots qui n'arrivent même plus à endormir le peuple. Au contraire, ça énerve d'écouter ce genre de discours. Est-ce On que tourne la c'est jeunesse pour en dire bout. aussi que, pardon Jean-Pierre Agnongoy, est-ce que c'est pour dire que finalement, même lui-même s'est rendu compte qu'il n'a plus rien à proposer aux Congolais, il n'a plus rien à dire aux Congolais, mais bon, pour des raisons de forme, voilà, il faut s'afficher un 14 août pour faire un discours. Parce que c'est un discours creux. À la limite, il n'y a rien dans ce discours. Il appelle Totalement. d'ailleurs les Congolais, et je vais terminer par là, il appelle les Congolais à être responsables. En rappelant bien sûr l'opinion, comme il a dit lui-même, de Saint-Exupéry, il dit tout le monde est responsable. Voilà, Tout tout le le monde est monde est responsable. responsable, mais lui, la sienne est où? La sienne est où? Comment il l'applique? Comment il montre qu'il est réellement responsable, Christian Perrin? Comment montre-t-il qu'il est responsable? Si on prend le cas de la gouvernance dans ce pays, on détourne l'argent. Et lui-même, il déclare, le verre est dans le fruit, dans tous les secteurs, il faut le détruire. Voilà une grande responsabilité, celle de restaurer l'autorité de l'État avec son Premier ministre, celle d'instaurer l'orthodoxie financière, la gestion rigoureuse des finances de l'État pour que ces fonds soient destinés à financer le développement et implicitement la création d'emplois, la formation. Il parle de la formation qualifiante. Il parle de l'employabilité des jeunes. Mais qu'est-ce qui a été fait concrètement dans ce sens quand lui-même, vous l'avez rappelé, je crois, à l'occasion d'une de vos émissions avec un autre compatriote, quand lui-même, le président Sassou Nguesso, reconnaissait que dans ce pays, le Congo avait atteint près de 100%. Excusez-moi, avait atteint 100% de niveau de scolarité et que nous avons décidé de détruire
Et pendant Donc, que vous le il a... dites, avant de continuer, je préfère donc proposer cet élément à nos téléspectateurs. Quand il disait lui-même, ben voilà, à un moment donné, l'éducation, on avait atteint 100% de scolarité et après, nous avons décidé de détruire, tout en rappelant qu'il est au pouvoir, ça fait déjà 40 ans de pouvoir. Et donc, dans 64 ans de vie d'indépendance du Congo, il incarne 40 ans et donc il est resté là. Qui a détruit donc? Écoutez ce qu'il dit. Est arrivé un moment où le Congo, pour ne parler que de l'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Et nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. Voilà, alors lorsqu'il dit nous avons décidé de détruire, en réalité c'est lui qui est là depuis lors. Il est là, c'est le même qui est là, donc c'est lui-même qui a détruit. Mais c'est bien ça. Et C'est en bien parlant ça, de la Christian. destruction, puisque nous y sommes, Jean-Pierre Anyangoy, non, je veux rappeler un élément ici qui jusqu'aujourd'hui dérange un peu les consciences, parce que nous avons ici sur ce plateau les responsables du collectif des enseignants communautaires, qu'on les appelle, actifs du Congo, qui nous ont révélé, et même moi, c'est la première fois que j'apprenais ça, que ces enseignants qui sont d'autres en exercice depuis 10 ans, certains 15 ans, et encore 20 ans, sont payés à 10 000 francs CFA le mois, et ce n'est jamais régulier. 10 000 francs, c'est-à-dire environ 15 euros par mois. Des enseignants, ceux-là donc qui doivent transmettre le savoir aux enfants congolais. D'autres, parfois, c'est 20 000, ceux qui ont vraiment la chance, mais est-ce que c'est une chance? 30 000 francs CFA le mois. Et on accumule là, ils revendiquaient le paiement des 3 derniers mois qu'on leur a pas encore payé. Ça veut dire ceux qui ont reçu 10 000 depuis 3 mois là et ceux qui ont reçu probablement 20 000 francs CFA depuis 3 mois là. Après, on se pose la question, mais comment font-ils pour vivre? Et c'est à ceux-là qu'on demande finalement d'être responsables et d'aimer le pays. C'est cela, Christian Perrin. Vous voyez que ça matérialise son discours, son aveu de la responsabilité qu'il a eue, au fond, quand il dit on a décidé de détruire l'enseignement. Mais le on, c'est qui? Quelqu'un l'entendrait qui dirait que bon, le on là, il s'adresse peut-être à d'autres personnes. Mais là, le premier destructeur, c'est lui, puisque c'est lui qui, en 40 ans, a incarné la gouvernance de ce pays au plus haut niveau. Et si l'éducation a été détruite, c'est lui le premier responsable. C'est pourquoi quand il parle de notion de responsabilité, au lieu que ça, de s'adresser à la jeunesse, mais ça devrait commencer par lui. Et quand on y parle d'amour et de partage, quand M. Jean-Dominique Okemba, responsable de la sécurité, conseiller du président en matière de sécurité, déclare publiquement et impunément que nous avons bombardé dans le pool, le ciel n'est pas tombé. C'est connu de tous, ça a été entendu par tous les Congolais. Est-ce qu'un Congolais, de surcroît conseiller du chef de l'État, peut se vanter d'avoir bombardé les Congolais? Ce n'est pas des animaux qu'il est allé bombarder, ce n'est pas des ennemis envahisseurs du Congo qui sont allés bombarder pour repousser les envahisseurs. Ce sont des Congolais. Et ils se vantent qu'on a bombardé pour le ciel n'est pas tombé. Et effectivement, le ciel n'est pas tombé puisqu'il est toujours là, très puissant et très fier d'avoir bombardé dans le pool. Et sans compter les autres crimes économiques, financiers, mais qui sont toujours impunis. Et ça encourage justement le vol. Ça encourage le détournement des fonds publics au détriment de la population, au détriment de la jeunesse à qui on demande d'être responsable.
Alors, pour terminer avec ce volet, Jean-Pierre Anyangoy, probablement un mot sur la symbolique même de la célébration de cet anniversaire, 64e anniversaire de l'indépendance du Congo-Brazzaville, tel que cela a été célébré au Congo-Brazzaville avec voilà, un défilé militaire à Brazzaville. Ailleurs, on l'a interdit, ne faites rien, bon, alors que c'est une fête qui devrait être célébrée par tous les Congolais, où qu'ils soient. Bon, parlons de la symbolique, Christian Perrin. De mon point de vue, en tant que Congolais et politique responsable, vu la situation dans laquelle ce pays se trouve, notre peuple se trouve, on ne devrait même pas organiser des festivités pour célébrer ces 64 ans d'indépendance. Parce qu'on célèbre une fête au moment où les retraités n'ont pas pu avoir leur pension. Et quand je dis leur pension, tenez-vous, ils ont 41 mois d'arriéré et on leur promet de payer un mois sur 41 avant le 15 août. On suppose que c'était pour dire que vous puissiez passer la fête, mais même cette promesse n'a pas été tenue jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le 21 août. La pension du mois de juin sur les 41 mois de pension dus n'ont pas été payés. Christian Perrin. Et à l'université, partout, vous savez, le mouvement de grève, vous avez rappelé là des enseignants qui revendiquent 3 mois impayés de 10 000, Christian Perrin. Même pas une bourse. Les bourses, même aux étudiants, ça ne peut pas être 10 000. Ce n'est même pas une bourse qu'on donnait dans le temps. Et je te dis, quand j'étais encore à l'école primaire, il y avait un système de bourse. On faisait un concours de bourse. Et quand vous étiez payé et admis à ce concours de bourse, vous aviez 7 200 de bourse. Je l'ai eu au CM1 et au CM2. 7 200 dans le temps, c'était beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, 10 000, c'est quoi? Pour payer à un jeune, une dame qui travaille, qui a étudié et qui, soi-disant, est enseignant, on lui paye 10 000, vous attendez quoi de lui? D'ailleurs, je me demande même pourquoi les gens peuvent accepter de tels traitements. Il vaut mieux encore rester chômeur et chercher peut-être à aller cultiver la terre que d'aller enseigner avec un salaire, je ne dis même pas ça un salaire, avec une prime Oui, mais dérisoire de le 10 000 problème, francs. c'est qu'il y a de ces Congolais qui sont mais vraiment attachés à, qui ont évidemment l'amour du Congo, qui veulent, qui pensent qu'on ne peut pas abandonner nos enfants comme ça, au-delà de toutes les difficultés, faisons quelque chose pour enseigner nos enfants parce que c'est la relève, c'est l'avenir du Congo. Et donc, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent faire, mais voilà, ils sont traités comme... mais même les esclaves ne sont Bien. pas traités comme ça. Quelqu'un disait dans un pays où vous avez des retraités, vous l'avez rappelé, plus de 40 mois d'arriérés, de pensions non payées. Des étudiants sont à 4 ans sans bourse. Les salaires qui se payent difficilement, pas d'eau potable, pas d'électricité. La santé, nous avons rappelé d'entrée de jeu, le système est à terre, l'éducation pareil. En fait, les Congolais ont été réduits à l'esclavage. Et dans le même temps, il Exactement. faut célébrer l'indépendance. Mais je dis, vous voyez que c'est l'insouciance à outrance, à un niveau élevé au sommet de l'État, c'est l'insouciance, c'est de l'irresponsabilité de faire comme ça. On devrait s'attendre à ce que le chef de l'État, comme on l'a entendu au Nigeria, je crois, ou même au Libéria, un chef d'État, dans pareille circonstance, ce jour anniversaire, il prononçait un discours pour annoncer des mesures qu'il a prises avec son gouvernement pour maîtriser la situation, pour commencer à régler quelques problèmes, notamment des mesures d'austérité Et pendant que vous le pour... dites, Jean-Pierre, nous avons suivi aussi Oligui Nguema, le général Oligui Nguema, l'actuel président du Gabon, interdire ses ministres d'aller
passer les vacances à l'extérieur, à l'étranger. Toutes les vacances doivent se passer à l'intérieur, au Gabon. Et d'autres mesures, bien entendu, qui visent toujours à réduire, comme qui dirait, le train de vie de l'État, ce que le Congo n'arrive pas à faire. Et c'est là le paradoxe. Mais c'est l'irresponsabilité, justement. Et ça, c'est une preuve de l'irresponsabilité au haut sommet de l'État. Et même tout ce qui se passe dans les pays voisins, c'est comme si et nos gouvernants, jusqu'au plus haut sommet, n'écoutent même pas, ne s'informent même pas de ce que les autres font pour qu'ils s'en inspirent. Ailleurs, les autres réduisent les salaires des ministres, les salaires du président de moitié. Mais chez nous ici, non seulement qu'ils les maintiennent très élevés, mais en plus, ils détournent et ils sont impunis. Et on organise, pour parler de la symbolique, un défilé militaire. Ce sont les militaires qui ont fêté. Mais pourquoi faire fêter les militaires? À quoi ça sert cette parade? Combien ça a coûté? Pour produire quel effet? Pour célébrer quoi? Quelle indépendance? Quand on importe 700 milliards d'aliments chaque année, on est indépendant sur quel plan? Et pourquoi Voilà, fêter? on est indépendant sur quel plan? En tout cas, merci Jean-Pierre Agnango. Nous allons passer donc au deuxième volet, le temps aussi nous tient. C'est la conférence de presse que vous avez organisée hier à Brazzaville, où vous avez en réalité, voilà, en résumé, hein, demandé carrément l'annulation des accords Congo-Rwanda. Mais je voudrais d'abord comprendre avec vous l'objet, c'était quoi? C'est vrai qu'on demande. L'objet, c'était dans la suite logique d'une démarche que nous avions engagée en dénonçant ces accords et en produisant une déclaration dans laquelle nous démontrions que ces accords devaient être annulés. Nous l'avons adressé au Premier ministre et à toutes les autorités des institutions de notre pays, l'Assemblée, le Sénat, y compris à l'ambassade du Rwanda, qui devait savoir le sentiment des Congolais à travers cette prise de position d'un échantillon des partis politiques de l'opposition. Et cette déclaration a produit les effets que nous attendions à deux niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau du Rwanda, parce qu'on a entendu le ministre des Affaires étrangères du Rwanda venir à Brazzaville pour dire que le Congo n'a jamais cédé des terres. Bon, il est venu à la rescousse du gouvernement congolais qui peinait à convaincre les Congolais sur la justesse de ces accords. Mais en essayant de justifier les accords, l'importance des accords, mais en même temps, il niait qu'on n'a pas cédé les terres. Bon. Ça, c'était la première réaction comme but visé par nous. C'était la réaction du Rwanda, y compris l'ambassadeur, qui également a relayé son ministre des Affaires étrangères pour accuser les politiques que nous étions, ou que nous sommes, d'avoir agité l'opinion, d'avoir compromis ou entrepris de saboter les initiatives du président Sassou visant à créer des emplois et demander à faire la pédagogie au peuple congolais pour que le peuple congolais comprenne que ces accords allaient venir résoudre ces problèmes, comme si les Congolais par eux-mêmes étaient incapables d'apprécier ce qui est bon pour eux. Alors, le Premier ministre a réagi en deuxième position en nous écrivant et en mettant à notre disposition le bulletin dont vous avez fait état tout à l'heure, qui a été présenté devant l'Assemblée, où il a informé l'opinion nationale et certainement même internationale qu'il avait mis tous les accords à la disposition des opposants. Et c'est à cette occasion qu'il a remis le même bulletin au président de l'Assemblée et à la députée Claudine Mounari, ce qui sous-entend qu'avant ça,
ces personnalités ou ces institutions n'avaient pas eu l'occasion d'avoir tous ces accords. Sinon, comment pourrait-il encore remettre ce document, ce bottin au président de l'Assemblée en se justifiant face à notre déclaration? Il aurait dit, ben, vous le connaissez déjà, vous avez, ça devait être seulement pour nous, mais ça a été remis au président de l'Assemblée et il a demandé l'autorisation de donner à Mounari parce qu'elle avait soulevé encore la question qui dérange, qui du Congo et du Rwanda ment. Quand les Rwandais disent qu'on leur a cédé des terres, 980 km², et que c'est devenu leur propriété, ils vont venir cultiver du piment, du soja, du maïs, ainsi de suite, et que le Congo dise non, on n'a jamais donné de terre alors. Il y a cette question qui taraude toujours les esprits des gens. Et c'est pourquoi nous, après avoir exploité d'abord la lettre qui accompagnait ce bottin, et après avoir exploité ces accords, et tout le dossier mis à notre disposition qui faisait 355 pages, nous en avons tiré la substance et cette substance nous a amené simplement à consolider notre position parce que rien n'est venu lever nos préoccupations, rien n'est venu nous rassurer. Oui, mais est-ce qu'on peut en parler, Jean-Pierre Anyangoy? On vous a transmis quand même un bottin, un bottin. C'est plus gros que, c'est comme disait Mvouba d'ailleurs, c'est comme la Bible, mais c'est plus que la Bible. On l'a vu tous. Et on vous a transmis cela au point 20 de la lettre qu'on vous a envoyée, puisque nous avons aussi pris connaissance de cette lettre. Pour Anatole Collier Makosso, le débat désormais, hein, le débat sur les accords Congo-Rwanda était sans objet. Une façon de dire que je vous ai tout transmis, mais alors tout. Et donc, continuer à épiloguer autour de ces accords, c'est un non-sens, selon lui. Et moi, ma question, c'est de savoir, puisque vous êtes revenu, vous avez rebondi, cette fois-ci, vous demandez carrément l'annulation de ces accords. Est-ce pour dire que vous n'avez pas été convaincu? Et qu'est-ce qui ne vous a pas convaincu finalement? C'est vrai que tout à l'heure, vous disiez, il y a des questions, des préoccupations auxquelles il n'a pas répondu, mais lesquelles concrètement? Les questions auxquelles il n'a pas répondu, en premier lieu, il y a la question de savoir pourquoi ces terres mises à disposition ou mises en autorisation exceptionnelle n'ont été localisées que dans la zone sud, qui ne représente que 160 000 km² sur les 342 000 que compte notre pays. Ça veut dire que la plus grosse partie du territoire est dans la zone nord et la moins peuplée, avec les densités de population plus faibles que celles de la zone où on a mis des terres à disposition. Cette question, la réponse n'a pas été donnée. Nous l'avons réitérée. Bon, l'autre question, c'est pourquoi avoir choisi le Rwanda pour aller développer, soi-disant, l'agriculture dans ces zones-là. Déjà, ce sont des zones où les populations, traditionnellement, pratiquent beaucoup l'agriculture. Et si on suppose que les méthodes utilisées par les populations sont traditionnelles ou archaïques et qu'on veut moderniser, diantre, pourquoi ne pas donner les moyens aux Congolais pour développer l'agriculture? Et pourquoi le Rwanda, qui n'est pas un champion dans le développement agricole en Afrique? Nous avons rappelé qu'il y a pas longtemps, un an, je crois, un an ou 2 ans ou plus, notre président a fait une visite en Côte d'Ivoire où il avait loué les performances de l'agriculture et le modèle de développement agricole de la Côte d'Ivoire. À cette occasion, il disait qu'il était avec ses experts et qu'il allait promouvoir les échanges entre les experts ivoiriens et les experts congolais
pour s'inspirer du modèle ivoirien. Mais tiens, ce ne sont pas les Ivoiriens qu'on va chercher, ce sont les Rwandais. À côté de nous, le Cameroun est reconnu pour le développement de son agriculture. Pour preuve, l'oignon, même la banane, les safous dont le président Sassou parlait pendant sa campagne. Les safous qu'on mange à Brazzaville, si ce n'est pas produit par les Congolais, c'est produit, le complément vient du Cameroun, pas du Rwanda. Les 700 milliards d'aliments qu'on importe, je ne pense pas que le Rwanda a un pourcentage sur ce volume d'importation d'aliments que le Congo réalise chaque année. Donc, où est la preuve que c'est le Rwanda qui devait venir développer l'agriculture au Congo? Voilà des questions pour nous qui n'ont pas eu de réponse. Ensuite, concernant le ricin, là aussi, nous avons relevé le fait que le ricin non seulement est toxique et nécessite des dispositions particulières pour le promouvoir, mais nous avons également vérifié que le Rwanda ne plante pas le ricin, ne développe pas la culture du ricin chez lui, soit parce qu'il connaît les conséquences, soit parce qu'il lui manque des terres, mais en tout état de cause, le Rwanda n'est pas le modèle, n'a pas l'expérience avérée pour développer le ricin. Donc, ceci dit, une chose sur l'autre montre que ces accords signés avec le Rwanda sont infondés et cachent autre chose. Cette autre chose, nous le mettons en lien avec l'accord militaire que le Rwanda a signé avec notre pays, pendant que le Rwanda est en guerre pratiquement ouverte, puisqu'on signale les rapports de l'ONU, ce n'est pas nous, montre que le Rwanda, les forces armées rwandaises sont sur le territoire de la RDC. Donc, nous signons un accord militaire avec la RDC, plutôt avec le Rwanda qui est en guerre avec la RDC. La RDC est notre voisin le plus immédiat avec lequel nous partageons des longs kilomètres de frontières communes, y compris le fleuve, et on cède, sur un autre accord, on cède la zone industrielle de Maluku, qui est en face de l'aéroport international de Njili à Kinshasa, on la cède aux Rwandais. C'est comme pour leur donner une base arrière où ils peuvent intervenir directement sur Kinshasa. Et les autres territoires mis à disposition se trouvent également, non seulement au sud, mais plus particulièrement dans les zones frontalières avec l'Angola et la RDC. Ça, ce sont des éléments sur lesquels nous n'avons pas eu d'explication et je crois qu'aucun Congolais n'a eu l'explication convaincante sur ces questions. On ajoute encore un autre élément. Ces accords, pour certains, méritaient d'avoir la ratification. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas ratifiés. L'accord militaire, il a été envoyé à l'Assemblée et ils nous ont mis les documents dans le dossier, où il y a le dossier qui a été envoyé à l'Assemblée. Alors, ce qui est curieux que nous avons relevé, c'est que ces accords sont allés au Parlement avec un avis de la Cour suprême, un avis favorable. Donc, même à ce niveau, nos magistrats n'ont pas perçu certains aspects qui sont dangereux, même compromettants pour notre pays au plan géostratégique et géopolitique. Même pardon Jean-Pierre Adiangoy, vous êtes en train de dire que finalement, pendant qu'il y a ce débat-là autour de ces accords, les Congolais s'opposent et tout le monde est en train de le constater, j'allais dire la large majorité des Congolais s'opposent à ces accords, le débat n'étant pas encore, jusque-là, je ne sais pas si l'Assemblée a déjà approuvé, et vous dites que la Cour suprême a déjà donné son avis favorable. Oui, la Cour avait déjà donné son avis favorable, mais les dossiers sont arrivés au Parlement, mais ont été immédiatement retirés par le gouvernement. Et ils n'ont jamais été analysés au niveau du Parlement.
y compris aussi l'accord de partenariat pour la promotion des investissements. Et cet accord également pour nous, même s'il pouvait passer au Parlement, puisqu'on connaît ce que c'est que ce Parlement, ben, pour nous, en analysant, ce ne sont pas des accords qui servent les intérêts du Congo. Donc, au-delà des aspects juridiques qui se posent, mais il y a aussi le contenu de ces accords et le fait que ce sont des accords qui servent plus les intérêts du Rwanda que les intérêts du Congo. Parce que Oui, dans mais cet accord qu'est-ce de que ça peut partenariat, vouloir dire c'est une fuite en avant, en fait. On va déjà voir consulter la Cour suprême qui valide une façon de vouloir influencer les autres institutions pour dire, ben, puisque la Cour suprême a déjà validé, pourquoi est-ce que vous allez vous opposer? C'est ça ce que ça veut dire? bon, je suppose que c'est certainement la procédure habituelle. Je n'ai pas eu l'occasion de voir le dossier et les autres dossiers que l'Assemblée a eu à approuver, à accorder l'autorisation de ratification. Je suppose que c'est la procédure. Et dans cette procédure, je dis, là aussi, euh, cette institution, Cour suprême, pour nous, elle devient comme un passoire qui laisse passer n'importe quoi. Parce Alors, que ces Jean-Pierre accords Agangoy, n'ont pas intérêt. Non, je n'ai pas fini puisque oui, c'est là parce des qu'il y a questions aussi le qui temps nous ont aussi qui été nous presse, oui, posées. oui. Allez-y, Oui, je les vous en questions prie. que les journalistes nous ont posées, c'était justement ça, qu'on leur dise qu'est-ce que nous repoussons de ces accords. Donc, on a dit au-delà des aspects judiciaires ou juridiques, il y a le contenu des accords. Là, je viens de parler de l'accord de partenariat. Il y a un certain nombre de secteurs d'activité, au moins 10, sur lesquels cet accord dit on doit privilégier, chaque pays doit privilégier les investisseurs de l'autre. Mais quand nous analysons ces secteurs, il n'est pas probable que les investisseurs congolais qui sont dans des situations très difficiles dans leur pays, en difficulté parce que même l'État leur doit et ne paye pas, mais ces investisseurs vont avoir les moyens pour aller au Rwanda. Ça, c'est déjà. Et ceux du Rwanda qui vont venir, qui sont déjà là à travers Cristal Venturas, bénéficient donc déjà de ces avantages. Au port de Maluku, il est prévu dans l'accord que le développeur, c'est-à-dire Cristal Venture, ne versera rien au Congo tant qu'il n'aura pas équilibré ses comptes. Donc, il s'installe, il ne verse rien et il faut qu'il équilibre ses comptes pour prétendre payer une redevance de concession à la société, plutôt au Congo. Et cette redevance n'est pas fixée. On dit qu'elle sera fixée d'accord parti quand Cristal Venturas va commencer à avoir des bénéfices. Mais qui va déterminer que réellement ils ont commencé à faire des Oui, mais bénéfices? évidemment, ça nous rappelle un peu les contrats pétroliers avec les multinationales. Ça fonctionne de la même manière. C'est-à-dire, ces gens-là s'installent et ils produisent, ils pillent le pétrole. Le Voilà. Congo n'a jamais su ce qui sort de son, Les voilà, de son produits, sous-sol. Et ce sont ces sociétés-là qui imposent tout. À la rigueur, voilà. on vous dit, ben, écoutez, nous avons dépensé 10 milliards de dollars pour installer la plateforme, et puis il faut attendre qu'on rentabilise d'abord cette plateforme, et puis, mais mon Dieu, et puis on demande aux Congolais d'être responsables face à ce genre Voilà. de comportement. Et un autre aspect, Christian, c'est que c'est un patrimoine public. Et la loi dispose que tout patrimoine public ne peut pas être cédé gratuitement. Et en plus, si on doit le mettre en marché, c'est un marché public. Mais il doit faire l'objet d'appels d'offres ouverts à la concurrence. Mais dans cet accord, il y a une disposition qui donne l'exclusivité au Rwanda et une disposition qui dit tout ce qui pourra se faire là-bas ne pourra pas faire l'objet de publicité et de concurrence. Donc, c'est l'exclusivité qui est accordée au Rwanda.
Cela veut dire que tous les produits, ça veut dire que tous les produits que devrait ou que doit produire le Rwanda sur ce site ne doivent pas faire l'objet d'une concurrence sur le marché congolais. Donc, Non, c'est-à-dire soit les installations qui vont être faites là-bas, s'il y a des installations à construire, on est donc sur le monopole, alors que c'est interdit par la loi. c'est un monopole de fait. Et ce n'est même pas passé par le Parlement. Et ça veut Et dire les aussi Rwandais, que tous les Congolais qui pourront évidemment s'intéresser à un commerce dont les produits sont de même nature que ceux produits par le Rwanda au Congo ne peuvent plus le faire parce que le Rwanda produit déjà ses... Donc oui. on combat carrément la concurrence, on interdit la Et il n'y a concurrence. il n'y a que des entreprises affiliées à Cultura Venturas qui peuvent développer d'autres activités là-bas. Les entreprises affiliées du même groupe. Voilà ce que nous avons, une des choses que nous avons découvert dans ces accords. Alors finalement, je me rends compte que c'est beaucoup plus grave qu'on ne le pensait, finalement. Ben oui, C'est très maintenant, grave quand ce je qui se vais, passe actuellement. ben voilà, et quand on prend l'accord, toujours avec Cultura Venturas, pour la culture, la promotion de la culture du ricin, là encore, il y a des clauses où on fait obligation à l'État de prendre l'engagement de fournir des mètres de terre à disposition et de faciliter l'obtention des titres fonciers. Donc là, on retrouve le problème des titres fonciers qui sont prévus dans l'accord sur la culture de ricin, avec des baux amphithéotiques. Donc, quand Kouninè Makosso parle des autorisations spéciales et des autorisations, des mises à disposition express, c'est déjà peut-être, c'est seulement le début de l'application de l'accord qui fait obligation au gouvernement de donner des terres à Cristal Venturas Limited. Et Alors, mais la, finalement, la partie, la on se rend partie de compte. Oui, allez-y, Jean-Pierre. Sinon, et j'allais dire, la partie on se rend. rwandaise doit tout faire pour obtenir les titres fonciers et que on doit donner la garantie que ces terres sont libres de toute occupation. Ça veut dire que les Congolais n'ont plus le droit d'aller développer des activités sur ces terres. Mais à titre foncier, tout le monde le sait, cela veut dire que bah, le propriétaire, voilà, et c'est devenu son patrimoine et personne d'autre ne peut, voilà, Personne revendiquer. d'autre. Mais c'est ce qu'ils étaient en train de nier dernièrement pour dire que non, on n'a pas cédé les terres, on On n'a n'a pas pas cédé. vendu les terres. Et là, on parle des procédures d'acquisition des titres Et fonciers. de délivrance des titres fonciers. C'est clairement écrit noir sur blanc. Mais c'est horrible. Et c'est par rapport à ça que l'ambassadeur du Rwanda est allé voir logiquement le ministre des Affaires foncières pour obtenir ce titre prévu dans cet accord. Alors quand on nous dit que non, ce n'est pas vrai, quand on nous dit maintenant non, il y a eu des autorisations express qui vont expirer dans quelques mois, il faut attendre, nous disons, Ça, c'est du ça mensonge, en fait. C'est du c'est du mensonge. mensonge. Et même ce décret qui accorde l'autorisation express, il accorde gratuitement. Alors que là aussi, la loi qui régit la gestion du domaine privé de l'État interdit de céder les domaines privés de l'État à une structure privée à capital privé. Une telle cession ne peut se faire qu'au profit des établissements publics, mais public congolais, pas public étranger. Mais ici, il s'agit d'une société privée aux capitaux rwandais. Alors là, on est carrément sur, comme qui dirait, la haute trahison. Elle est perceptible. Et ils insistent. Tout ça parce que probablement les Congolais laissent faire aussi. Parce que là, c'est tellement clair
que finalement, tout ce que Anatole était en train de raconter pour tenter de se justifier, on se rend bien compte qu'il est dans une posture, mais franchement, je m'interdis d'ailleurs de dire un certain nombre de choses, mais je crois qu'il comprend que bon, mais dans tous les cas, les peuples n'ont que des responsables qu'ils méritent. C'est au peuple congolais de décider, de dire le dernier mot dans tous les cas, parce que là, on comprend très bien que le gouvernement Makosso est dans une logique très dangereuse. D'abord, non seulement le mensonge, la manipulation, l'instrumentalisation et voilà, mise en péril, j'allais dire, de la sécurité nationale du Congo-Brazzaville. Et c'est curieux quand même de savoir que c'est des Congolais qui se plaisent à le faire. Oui, Christian Perrin. Et l'accord, l'autre accord aussi, très problématique, qui rejoint une chose et une autre, ça se rejoint. Il y a aussi un accord sur les affaires foncières. Mais qu'est-ce que le Congo va gagner à conclure des accords de gestion foncière avec le Rwanda? Et dans cet accord, il y a une disposition qui dit que les deux parties vont collaborer dans le domaine de la gestion foncière en fonction des potentialités existantes dans chacune des parties. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le Congo qui a beaucoup de potentialités en terre. Alors, est-ce que le Congo va aller trouver des terres au Rwanda qui n'en a pas? Ça veut dire que cet accord ouvre la porte au Congo de céder des terres au Rwanda. Mais effectivement, Pas le Jean-Pierre contraire. Alergoy, on se rend bien compte que ici nous sommes dans un principe, comme qui dirait, d'esclavage volontaire. C'est-à-dire le Congo, par son gouvernement, évidemment, quand même les appeler un certain politique congolais des médiocres, Ils se sont dit, médiocres, ils sont irresponsables, surtout irresponsables, et ils sont cupides. Et donc, l'idée de la vente également a été consolidée pour nous parce que dans l'accord sur la culture du ricin, il est clairement dit que les terres cédées font l'objet d'un loyer. Mais le décret qui donne les autorisations express dit que c'est mis à disposition à titre gracieux pour la création de la zone du port sec de Dolisie. Le sol est cédé à un franc symbolique, mais c'est une société privée à capitaux étrangers. mais c'est pas possible. Et qu'est-ce que l'État congolais va gagner? Qu'est-ce que la jeunesse, les générations futures vont gagner sur ça? On dit que Non, c'est mais pendant pour... que vous êtes en train de le dire, moi, je comprends les choses certainement autrement. Après, on va me dire peut-être que je me trompe. C'est une façon de vouloir, bon, sabotage, c'est trop petit à le dire, c'est une façon de sacrifier les générations futures. Parce que tout à l'heure, je le disais, mais comment se fait-il qu'un gouvernement peut se permettre d'aller se livrer ou livrer tout un peuple à l'esclavage volontaire? Lorsqu'on connaît ce que c'est que le Rwanda, comment on peut arriver à ce niveau-là? Qu'est-ce qui peut expliquer ça finalement? Mais c'est criminel en fait. C'est le cas de le dire. C'est criminel. C'est pourquoi nous ne comprenons pas, Christian Perrin, nous ne comprenons pas la motivation réelle de ces accords. Donc on est arrivé Ensuite, à la fin de son pouvoir, le régime tend vers sa fin. Qu'est-ce qu'on fait? On joue à la politique de la terre brûlée. C'est-à-dire on prend les Congolais et le Congo, bah allez, voilà, on vous livre en esclavage chez les Rwandais. C'est ce que ça veut dire concrètement. eh oui, dans tous ces accords, le mot réciprocité apparaît. Bon, aujourd'hui, nous savons qu'il y a Crystal Venturas, il y a encore une autre, Maxi Feld, il y a au moins déjà 3 sociétés angolaises, et plutôt rwandaises, qui sont bénéficiaires d'accords pour s'installer au Congo, y compris dans l'exploitation minière. Mais jamais le Premier ministre ne nous a mentionné une seule entreprise congolaise qui est allée s'installer au Rwanda dans le cadre de la réciprocité. Donc, où sont les intérêts du Congo dans tout ça? Et il nous parle de création d'emplois. Oui. Mais quand on va voir dans les accords, la création d'emplois au Congolais,
c'est la main-d'œuvre. Et ils disent les cadres vont être expatriés. Bon, ils le disent. J'ai eu raison de dire qu'on est en train de livrer le Congo à l'esclavage. Au Rwanda, c'est ce que ça veut dire, simplement. Et quand maintenant vous liez tout ça avec l'accord qui cette fois-ci a été validé de l'exemption des visas, l'accord aérien, mais le Rwanda Air qui vient tous les jours au Congo, si les gens ont la libre circulation, plutôt l'accès, l'exemption du visa pour les passeports diplomatiques et de service, mais pour les autres citoyens, ils peuvent obtenir simplement leur visa à l'arrivée à l'aéroport, sans autre forme. Donc, c'est la porte ouverte à ce que tous les Rwandais qui veulent venir et qui aspirent à venir au Congo pour s'installer, ils ont l'avion, ils ont la facilité, ils n'ont pas besoin de visa, ils ont maintenant des terres, mais alors, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Plus rien ne reste, évidemment. Qu'est-ce qui protège le Congo? Nous vivons déjà la soumission parce que, évidemment, c'est ce qui explique d'ailleurs, j'allais dire, le toupet de l'ambassadeur rwandais au Congo et le ministre des Affaires étrangères qui sont venus narguer les Congolais chez eux. C'est ici l'occasion de le comprendre que finalement, le Congo, désormais, est sous influence rwandaise. Et c'est la soumission totale et c'est Denis Sassou Nguesso et ses hommes qui ont décidé cela, livrer le Congo en esclavage, voilà, au Rwanda. Et les Rwandais peuvent se permettre tout, désormais sur les Congolais. Et cerise sur le gâteau, Christian Perrin, c'est pas anodin la présence de François Joly, ou au niveau le plus élevé de l'État, où elle joue un rôle plus que déterminant auprès au sein de la présidence de la République. Bien, mais donc on va donc mettre terme. Il y a terme. encore un autre élément, Christian. Oui. Quand on entend un certain Sokoko parler également d'un autre volet sur Kiki, celui qui a signé tous ces accords et ses rapports avec le Rwanda, après avoir échoué certainement dans son projet en direction de l'Angola, on peut voir que tout ceci obéit à un projet macabre contre le Congo. C'est bien difficile. Le Rwanda s'est infiltré jusqu'à la plus haute institution du pays. Et la patronne de Cristal 28, c'est aussi une Rwandaise qui, on dit, travaille étroitement avec Kiki. Donc, Eva Joly, plutôt François Joly avec le papa, le président. Et il y a une autre, j'oublie le nom, qui est patronne des autres sociétés rwandaises qui sont déjà installées au Congo et qui travaillent en étroite collaboration avec le fils. Le fils, donc, Christelle Denis Sassou Nguesso. Et c'est Charles Onana qui nous le disait sur ce même plateau, quand le Rwanda procède, c'est-à-dire arrive chez vous, cela veut dire qu'ils ont déjà infiltré toutes les administrations, tous les hauts responsables, et ils ont la maîtrise de tout. Et la manière, d'ailleurs, la stratégie d'infiltration, c'est par ce qu'il appelait d'ailleurs une infiltration, une diplomatie de canapé. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est bien Charles Onana, c'était un expert d'ailleurs en la matière, qui nous expliquait ça sur ce plateau. Et là, on se rend compte, et je répète, je le réitère, que le Congo est infiltré à tous les niveaux. Le Congo est désormais sous influence rwandaise. C'est aux Congolais, en fait, en tout cas, de faire preuve de courage Il s'avère pour éviter le pire, bien entendu. Il s'avère que François Joly siège maintenant au conseil d'administration de la SNPC. Voilà. On s'en doutait. C'est ça. Et voilà, je vais proposer tout de même un élément, pardon, Jean-Pierre Anyangoy, à nos jeunes Congolais. C'est un élément, une réflexion de Franklin Nyamsi, tout le monde le connaît, hein, c'est un philosophe, un professeur de philosophie en France et aussi panafricaniste. On l'écoute sur ce qu'il développe, ce qu'il appelle, lui, la lâcheté, parce qu'évidemment, c'est très important que les jeunes Congolais écoutent ça et en tirer probablement des leçons. Suivez. La domination de la peur produit un continent de lâches.
C'est quoi la lâcheté? Mais c'est la conséquence de la vie dans la peur. Quand tu as peur, tu passes ton temps à éviter d'assumer tes responsabilités. Quand tu as peur, tu t'abandonnes. La lâcheté, le caractère de celui qui est lâche, c'est-à-dire de celui qui s'abandonne, elle vient de la sous-estimation de soi. Je ne suis pas capable de faire face à mon histoire. Je ne peux pas faire face à ma vie quotidienne. Je ne peux pas affronter le colon, le néocolon, l'impérialiste, le dictateur. Je me réfugie par conséquent dans la lâcheté. J'abandonne mes responsabilités et je vais développer ce qu'on appelle des conduites de contournement. Le lâche, c'est celui qui fuit ses responsabilités pour contourner ses responsabilités, bien souvent en se défaussant sur les autres. Donc la lâcheté, qui est la condition de plusieurs de ces chefs d'État néocolonisés, et qui est fortement répandue dans la population sous la forme de l'esprit de trahison, répandue dans notre population africaine sous la forme de l'esprit de non-solidarité, de l'esprit de délation et de calomnie, eh bien la lâcheté, c'est la conséquence de la peur. Voilà, alors la lâcheté, comme il le dit d'ailleurs, c'est un peu cette vie, quelqu'un qui se plaît à vivre dans la peur, voilà, et c'est apparemment ce que affiche, bon, je ne dirais pas tous les Congolais parce qu'on en connaît déjà désormais, ceux qui montent au créneau, mais c'est une exhortation que les jeunes Congolais devraient vraiment prendre en considération et voir comment sauver le pays, parce que là, je ne sais pas s'il est déjà trop tard, Jean-Pierre Agnagoy. Non, je ne pense pas qu'il soit trop tard. Au contraire, simplement qu'on doit intensifier, maintenir et intensifier la pression pour que ces accords soient définitivement annulés, enterrés, comme les Anglais ont enterré l'accord sur les Le immigrants transfert des migrants, oui. que le Rwanda devait accueillir, et cet accord a été annulé. Je crois que les nôtres doivent être annulés. Je pense, j'ose espérer qu'ils ont compris, ils ont peut-être honte de reconnaître qu'ils s'étaient trompés, parce qu'ils commencent peut-être à trouver comme une porte de sortie ou une échappatoire en disant que les accords, plutôt les mises à disposition exceptionnelles expirent en En décembre. décembre, le 8 décembre, Il oui. faut attendre que décembre arrive pour constater que les Rwandais ne sont pas sur le terrain. Espérons que ça soit ça. Mais ça peut aussi être une manière de nous endormir pour dire restez calme, il ne se passe rien, les Rwandais ne sont pas là. Après, vous êtes surpris. Mais si d'ici décembre, les Rwandais s'installent, puisque leur accord est encore valable, donc ils peuvent venir d'ici décembre. En ce moment-là, on fait quoi? Voilà les raisons de maintenir la pression au niveau avec le peuple, et nous faisons notre part en informant, en sensibilisant. Et si on n'avait pas réagi, on n'aurait pas eu ces accords, on en parlerait un peu vaguement. Maintenant, on sait de quoi il s'agit. Où est-ce qu'on peut montrer que ces accords sont négatifs? On peut maintenant le faire. Et nous avons décidé, après cette conférence de presse, d'organiser des rencontres citoyennes pour expliquer le contenu de ces accords, parce que nous n'allons pas les garder pour nous. D'ailleurs, il y a un journaliste qui a participé à la conférence hier et qui nous a revus ce matin pour nous dire, mais il faut que vous parlez, vous expliquez aussi ça en langue vernaculaire pour que le peuple puisse comprendre les enjeux, parce que tout le monde ne comprend pas les termes que vous utilisez en français. Mais je pense que dans ce cadre-là, évidemment, R7 aussi se fera ce devoir de vous recevoir, venir expliquer en toutes les langues, bien sûr, congolaises, les langues nationales, j'allais dire, le Kikongo, le Lingala, en français, bien expliquer, évidemment, les conclusions que vous avez tirées, bien sûr, après avoir examiner le bulletin qu'on vous a envoyé. C'est très important parce que là, même moi, je découvre un certain nombre de choses, mais bon, comme qui dirait, c'est au peuple de décider. Voilà, c'est le peuple qui dit le dernier mot dans tous les cas. Nous, notre travail, notre mission, c'est d'informer. Alors, Jean-Pierre Agnagoy, en tout cas, nous avons déjà dépassé l'heure, mais je vous laisse tout de même les dernières secondes. Hein. Mais je vais être bref, simplement pour vous dire que, comme je venais de le dire, nous faisons notre part
et nous continuerons à le faire. Mhm. Maintenant, nous allons mettre en ligne, faire diffuser largement la réponse que nous allons, la réplique que nous avons donnée au Premier ministre. Elle a été officiellement remise au Premier ministre, au cabinet du Premier ministre hier, et après l'avoir introduit au cabinet du Premier ministre, nous avons délivré la conférence de presse et maintenant nous allons amplifier la diffusion de cette lettre et organiser, voir comment organiser des conférences citoyennes pour amplifier l'information de la population. Nous allons maintenant faire notre pédagogie, pas celle de l'ambassadeur du Rwanda ou du ministre des Affaires rwandais qui croyait expliquer aux Congolais qu'ils ont des intérêts dans ces accords, mais nous allons démontrer le contraire, que ces accords sont au service du Rwanda et non pas au service du Congo. Voilà, c'est simplement parce que les Rwandais se sentent désormais sur un terrain conquis. Voilà, ils sont sur un terrain conquis. Ils se disent, ben voilà, on a déjà eu, voilà, il reste à dompter le reste, surtout les opposants qui essayent un peu de, voilà. Et ben, comme la bataille est engagée, la guerre est déclarée, vous l'avez dit, les médias sont là. Vous serez toujours les bienvenus sur nos plateaux pour informer les Congolais. Merci Jean-Pierre Agnangoy. Je rappelle que vous êtes ingénieur en chef des eaux et forêts, ancien secrétaire exécutif des aires protégées d'Afrique centrale, président du Parti du Peuple. Merci d'avoir été encore avec nous. Christian, vraiment, je sais qu'on a dépassé, mais je m'en voudrais, s'il te plaît, Je si vous je en ne prie. disais pas Je vous en prie. D'accord, un petit allez-y. mot à l'endroit du président de l'Assemblée nationale, monsieur ou l'honorable Vouba Isidore, qui a parlé de nous, nous, je veux dire ceux qui ont écrit cette déclaration, qu'on est des hommes politiques en mal de en mal reconnaissance. de survie politique. Alors je voudrais lui dire ceci, que nous ne sommes pas des politiciens véreux ou des politiciens. Nous faisons la politique parce qu'on veut qu'il y ait un changement dans ce pays. Eux qui ont fait de la politique leur profession, c'est pour gagner de l'argent, pour gagner des gros salaires et en plus piller en toute impunité. C'est eux qui sont en mal de survie politique parce que sans la politique, ils ne sont rien. Mais nous, je prends mon cas et je peux parler comme ça de Clément, on est des cadres professionnels et on a travaillé dans ce pays, on a laissé des traces de ce qu'on a fait. On peut en parler, on peut regarder où est-ce qu'on est passé, qu'est-ce qu'on a laissé comme traces. Vouba, on se connaît depuis les années 78 à Pointe-Noire, on était tous militants de l'UGC. Lui, il travaillait à l'ATC. Moi, je travaillais aux eaux et forêts et on plantait, on a réalisé les grandes plantations d'eucalyptus et de pins autour de Pointe-Noire. Et en ce qui me concerne, j'ai travaillé aussi, créé des plantations à Loudima, en Guade, au kilomètre 45. C'est comme les Dacosta qui, dans le temps, avaient créé des plantations au kilomètre 45. C'est devenu du patrimoine de l'État. Même M. Vouba a été cadre des cheminots. Donc, il a été ministre des Transports. Il a été Premier ministre et il est président de l'Assemblée. Dans quel état il a laissé sa boîte d'origine, le CFCO? Qu'est-ce qu'il a fait du CFCO? Oui, c'est ça son Voilà. bilan, en fait. Alors, je lui pose cette question. Et Mirassa, c'est un ingénieur économiste, un statisticien économiste qui est crack, qui travaille. Là où il est passé aussi, je ne pense pas qu'on peut dire qu'il a laissé des ardoises et qu'il a détourné les fonds là-bas. Si c'était le cas, on l'aurait trouvé des poux pour le mettre en prison. Et d'ailleurs, au cours d'une émission, il a dit, hein, si quelqu'un, voilà, me reproche de quelque chose, que j'aurais probablement mis la main sur, voilà,
Les caisses de Alors, l'État qui le disent, personne n'est venu dire le contraire et donc on peut continuer à le croire. Et Onyongo, c'est un ingénieur pétrolier, il a travaillé dans le pétrole, il a pris sa retraite et malgré le fait qu'il nous affame en ne payant pas nos pensions, mais nous ne sommes pas allés nous aplatir pour mendier quoi que ce soit, pour aller à la mangeoire. Nous sommes dignes et nous resterons dignes. Et c'est parce que nous sommes dignes que nous avons le courage de les dénoncer. Merci Jean-Pierre Agnangoy. Nul n'est censé ignorer la loi, c'est le cas de le rappeler à Monsieur Isidore Mvouba, qui lui est président de l'Assemblée nationale. Donc, à lui, on ne peut pas le lui pardonner. À un simple citoyen, on va dire, c'est un oubli. Mais Isidore Mvouba devrait se rappeler qu'il existe l'article 25 de la Constitution congolaise, qui donne le droit à tout Congolais de s'exprimer et par tous les moyens, tous les supports. C'est juste un rappel, parce qu'évidemment, c'est des gens qui frisent un peu de l'hypocrisie, pourquoi pas, ils feignent d'oublier les choses, mais quand on est responsable à ce niveau, il faut mettre les gants avant de parler pour ne pas s'exposer au ridicule. Merci Jean-Pierre Agnangoy d'avoir donc été avec nous. Et voilà, nous attendons désormais la campagne de sensibilisation sur les résolutions ou les conclusions que vous avez tirées après avoir examiné le bulletin que vous avez transmis par le Premier ministre. Encore merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis aujourd'hui. Nous avons été très heureux de vous compter parmi nous. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo et partagez massivement cette émission. Dites-nous également en commentaire ce que vous pensez, surtout sur cette affaire des terres avec les révélations qui viennent d'être faites tout à l'heure, en fait, l'explication de ce que les leaders de l'opposition ont finalement trouvé dans la lecture de ce qu'ils ont fait de cette réponse que leur avait adressée Anatole Colinet Makosso. Merci et donc on se retrouve très prochainement. Likambo Mabele. Balobi Bagotika. Merci. Merci, Christian. Merci, à bientôt. Merci beaucoup et à bientôt.